Je suis fou. Nous sommes tous fous. Alors autant en profiter pour vivre. All those guys. Une émission proposée par Sébastien Cazaux-Dehors, docteur en sociologie et anthropobiologie, et produite par Radio Association. I want to be free. And I am free. Vous êtes fou, mon petit. Chers auditeurs, bonjour à tous. Je suis Sébastien Cazaux-Dehors, votre hôte pour ce nouvel épisode de l'émission Nous sommes tous fous, alors autant en profiter pour vivre sur Radio Asso 100.7. Pour toutes les personnes qui écoutent fidèlement Radio Asso et qui n'ont pas manqué la précédente émission, vous vous rappelez peut-être que nous parlions de réalité et d'objets mentaux. Pour les nouveaux venus et ceux qui auraient besoin d'un rappel rapide, n'hésitez pas à retrouver la rediffusion et la retranscription sur le site de Radio Asso. Aujourd'hui, je vais revenir à un classique essentiel de la philosophie grecque qu'est l'allégorie de la caverne de Platon. Et c'est pour ça que j'ai intitulé l'émission d'aujourd'hui « Quand on vit dans une caverne, il ne faut pas oublier de jeter un œil à l'extérieur de temps à autre ». Platon, dans sa République, avait imaginé une situation dans laquelle des hommes étaient enchaînés au fond d'une caverne depuis l'enfance, n'ayant donc rien connu d'autre de leur vie. Ils sont dans l'incapacité de bouger et surtout de pouvoir voir l'entrée de la caverne et la lumière de l'extérieur. Tout ce qu'ils peuvent voir sont les ombres d'objets fixes ou de personnes en mouvement qui sont projetées sur le fond de la caverne par un feu placé à l'entrée. Et Platon commentait « Voilà un étrange tableau et d'étranges prisonniers, voilà pourtant ce que nous sommes ». Cette caverne de Platon, cette allégorie de la caverne comme on l'appelle, représente l'ignorance de l'être humain. Celui qui ne sait pas est privé de liberté, comme enfermé et enchaîné dans cette caverne. Il n'a pas accès à la connaissance réelle donnée par la lumière du jour, mais à une connaissance subjective et même biaisée donnée par les ombres qu'il peut observer sur la paroi au fond de la caverne. Mais cet homme enchaîné dans la caverne ne pense pas que ce qu'il voit n'est pas la réalité que tous partagent. Il ne connaît que cela. Il n'a jamais rien vu d'autre et n'aurait pas idée d'envisager autre chose. La plus grande souffrance de l'être humain consiste à penser que cette connaissance subjective et illusoire est la réalité. C'est ce qui se passe lorsque l'on pense que ce qu'on nous dit est vrai, que ce que nos sens nous affirment est vrai. Nous construisons notre réalité en fonction de ce que l'on croit qu'elle est, sans prendre le temps de la remettre en question ou de se demander s'il ne peut pas exister autre chose au-delà de ce qu'on perçoit. D'une certaine manière, les hommes vivant dans cette réalité ne réalisent pas qu'ils souffrent, puisque n'ayant connu que cette vision du monde, elle est donc normale, naturelle et indéniable. Ils traiteraient probablement de fou la personne venant leur décrire la réalité du monde à l'extérieur de la grotte d'ailleurs. Nous observons tous le monde à l'aide de nos sens, et pourtant il n'y a pas deux personnes qui aient une réalité similaire. C'est justement ce dont nous parlions dans l'émission précédente à propos des objets mentaux. Notre réalité est définie en fonction des informations de nos objets mentaux. Cela va bien au-delà de nos perceptions par nos sens physiques, car c'est dépendant directement de notre histoire, de nos croyances qu'on a pu forger au travers de nos expériences, de comment on a vécu ces expériences, de tout ce qu'on a pu ressentir, etc., etc. Nos réalités sont donc entièrement uniques et personnelles. Et la richesse de nos réalités sera directement proportionnelle à la quantité d'expériences qu'on a pu accumuler dans une vie, à la complexité de nos objets mentaux et à notre capacité à les confronter. Pour donner un exemple concret, si une personne a construit un objet mental chien à partir d'une seule race de chien avec laquelle il aura été en contact, disons un chihuahua pour prendre un exemple au hasard, son objet mental ne sera peut-être pas suffisamment élaboré pour lui permettre de reconnaître un Saint-Bernard comme étant un chien et à savoir comment agir avec un Saint-Bernard et quoi ressentir en sa présence. En revanche, si une personne a fait l'expérience d'un grand nombre de races de chiens, il reconnaîtra toujours un chien comme étant un chien, quelle que soit la race qu'il rencontrera. Il aura peut-être une difficulté avec un loup ou un renard, mais c'est à peu près tout. Donc notre réalité est unique et notre relation à chacun de nos objets mentaux ne dépendra pas de l'objet mental en lui-même, mais de la relation que l'on a construite avec. Et nous voyons bien que nos relations avec un objet mental comme l'objet mental d'une araignée est très différent d'une personne à l'autre, sans que ça dépende de l'araignée elle-même. Pour une même araignée, on va réagir de manière différente. Ce qui va alors exister dans notre réalité sont principalement les éléments auxquels on donne une certaine importance.
Sur les millions d'informations visuelles perçues par le cerveau chaque jour, il y en a seulement une dizaine de milliers qui vont venir toucher à la conscience. Ce sont donc ces éléments de notre environnement que l'on remarque réellement, que l'on regarde et que l'on ne voit pas seulement. La manière dont nous sélectionnons ces quelques milliers d'informations est ce qui va déterminer la nature de notre réalité à un instant T. On ne verra réellement que les informations, les éléments qui ont une importance pour nous, ce qui est réellement utile, ce qui nous touche, ce qui nous fait peur, etc., etc. C'est l'histoire de la femme enceinte qui voit des femmes enceintes partout, les gens qui se mettent à voir des heures miroirs partout parce qu'elles se sont mises en tête que ça avait une certaine importance. C'est le type qui veut changer de voiture pour un modèle en particulier parce qu'on ne le voit pas chez tout le monde et qui va évidemment se mettre à le croiser partout dans la rue. On influence donc la manière dont nous regardons le monde et c'est ce qui détermine ce qu'on va y voir et ce qu'on va y trouver. C'est tout l'argument tenu par l'allégorie de la caverne de Platon. On voit le monde non pas comme il est, mais comme nous croyons qu'il est, tel qu'on s'attend à ce qu'il soit, et tout ce qui dévie de cette réalité sera alors une agression, une source de malaise ou de souffrance. Notre réalité dépend de comment nous regardons le monde, mais la manière dont nous regardons le monde dépend elle-même de ce que l'on croit que le monde est ou devrait être. Une peur liée à l'insécurité fera qu'on verra du danger partout dans le monde, et on choisira inconsciemment de mettre de l'importance sur tout ce qui ressemble à quelque chose de menaçant pour notre sécurité. Nous créons nos propres limitations en fonction de nos croyances ou des croyances que l'on adopte. Nous avons d'ailleurs créé un objet mental de nous-mêmes contenant tout ce que l'on croit que l'on est en fonction des projections et des introjections que l'on fait par rapport aux autres. C'est ainsi que l'on décide si l'on est grand, petit, beau, laid, mince, gros, bête, intelligent, etc., etc. Et évidemment, ces perceptions vont être influencées par nos expériences passées, par nos relations passées. Et quid de l'objet mental de nous-mêmes si nous avons grandi dans un environnement fait de rejet et de dénigrement ou au contraire si on a été encouragé et valorisé. Nous sommes réellement enfermés dans nos propres cavernes personnelles. Sur le mur de cette caverne, on ne peut voir qu'une partie de ce qu'est le monde et cette vision est en grande partie déterminée par nos croyances et nos peurs. Si nos croyances profondes vont dans le sens d'une dévalorisation de soi, le cerveau sera concentré sur toutes les personnes qui semblent afficher un certain rejet. Nous sommes concentrés sur la peur du rejet et on lui donne de l'importance. Notre cerveau sélectionnera alors ces informations qui sont en résonance avec cette peur. C'est ce que l'on appelle donner raison à son système de croyances. On se conditionne nous-mêmes pour voir ces éléments. Rappelez-vous, c'est le principe de pénétration cognitive dont je parlais la dernière fois, c'est-à-dire un cas où la cognition influence la perception, où la relation que l'on a à un objet va influencer la manière dont on va percevoir cet objet. Ça suggère une dépendance directe de l'apparence perceptive aux croyances personnelles liées aux objets mentaux. Pour faire simple, l'amour embellit la réalité, tandis qu'une bonne dépression va la rendre nettement plus grise. Non pas parce qu'elle est objectivement plus grise, mais justement parce qu'on aura tendance à ne plus remarquer que ce qui rend triste, qui semble déprimant, etc. Qu'est-ce que nous apprennent cette idée de pénétration cognitive et cette caverne de Platon finalement ? Tout simplement qu'il nous est impossible de voir le monde tel qu'il est réellement, qu'il est impossible de voir une personne telle qu'elle est réellement, même un partenaire de vie. On ne peut voir que leur objet mental qu'on a construit, ce que l'on croit qu'ils sont. Et ces objets mentaux ne sont qu'une vision biaisée, limitée et subjective de l'objet qu'ils sont censés représenter. Mais malgré ça, notre plus grande folie est de penser que ces objets mentaux sont réels, que nos croyances sont des vérités absolues et que notre réalité est réelle et indéniable. Commencez-vous à comprendre pourquoi nous sommes tous fous et comment nous construisons notre folie. Et pire, nous arrivons à en être persuadés qu'il s'agit d'une normalité. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un moyen de ne pas laisser cette folie prendre les rênes de nos existences et décider pour nous ce que doivent être nos vies. Mais c'est une réflexion pour un autre épisode. Donc, dans cette idée, plus nous avons de certitude, plus nous avons de conviction, plus nous avons de croyances, plus nous sommes enfermés profondément dans cette caverne, incapables de voir autre chose que ce que l'on a décidé qui existait ou qui devait exister. C'est ainsi que nous perdons notre
capacité à voir le monde, à vraiment le regarder au-delà des limitations imposées par nos croyances. Les enfants ne sont pas encore conditionnés par leurs expériences et leurs conclusions d'expérience. Pour eux, le monde est entièrement ouvert. Tout est sujet à étonnement et à émerveillement. Leurs émotions auront une intensité proportionnelle à cette joie de la découverte. Nos enfants sont nos maîtres, rappelle toujours Ambre Cazaux-Dehors. Et elle a tellement raison, car pour eux, la porte sur le monde est grande ouverte. Ils n'ont pas encore commencé à la fermer un peu à chaque nouvelle croyance qui vient leur dire que telle chose doit être de telle manière. Et comme nous autres adultes avons à cœur d'assurer leur éducation, on vient les aider à forger des croyances sur la base de nos propres conclusions et de nos propres expériences, pensant que c'est essentiel qu'ils intègrent nos limitations le plus rapidement possible. Alors oui, nous sommes fous d'accepter de limiter notre univers sur la base de conclusions que l'on aura pu tirer des années en arrière. Mais nous sommes encore plus fous d'accepter de baser nos interactions, nos relations, nos liens affectifs sur de telles limitations. Alors, quitte à être fou, autant s'amuser jusqu'au bout et à revisiter nos convictions et nos croyances, et à ne jamais hésiter à en jeter quelques-unes au rebut. Ça sera toujours une chaîne de moins à porter. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette émission en replay sur le site de Radio Asso, ainsi que la retranscription intégrale du texte pour les auditeurs qui sont plus visuels. En attendant de vous retrouver pour une prochaine émission, je vous dis à bientôt et vous souhaite d'embrasser pleinement votre folie pour qu'elle vienne libérer vos esprits et éclairer vos vies. C'était Sébastien Cazaux-Dehors pour Radio Asso 100.7. Je suis fou! Nous sommes tous fous. Alors autant en profiter pour vivre. All those guys. Une émission proposée par Sébastien Cazaux-Dehors, docteur en sociologie et anthropobiologie, et produite par Radio Association. I want to be free, and I am.